c'était des juxtapositions. Et pour moi, je crains qu'aujourd'hui, cette juxtaposition subsiste encore. Il y a une quantité d'équipes pluridisciplinaires où il n'y a pas d'intégration des différents points de vue, juxtaposition. Voilà, l'expertise n'est pas l'histoire d'un millefeuille où il y a une multitude d'expertises. L'idée systémique, c'est qu'il y ait une co-construction et une expertise du système, mais qui se co-construit. Tout à fait. Alors, je peux évidemment donner des exemples. Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas quelqu'un qui suis opposé de façon systématique, que ce soit au placement, aux hospitalisations, ou au placement d'enfants, ou sur un tout autre terrain aux médicaments. Mais pour moi, comme systémicien, comment est-ce que je peux travailler l'effet d'une prescription médicamenteuse, pas l'effet chimique, mais l'effet relationnel à l'intérieur d'une famille ou pour un patient, de s'être vu prescrire des médicaments. Et cela, ou la même chose, la prescription d'une hospitalisation, ou la prescription, la décision effectivement de placer un enfant, pour moi aujourd'hui, c'est comment, à partir de l'idée systémique, comment travailler les effets, non seulement sur l'enfant ou sur la personne qui prend le médicament, mais sur l'ensemble familial. La prescription de neuroleptiques pour un patient qui ne va pas trop bien de ce côté-là est aussi un problème effectivement familial. Quand c'est un adolescent ou un jeune adulte à qui on prescrit des neuroleptiques et que, comme il ne les prend pas, une maman finit par les cacher ou les mettre à l'insu du patient dans du coca, c'est un problème relationnel que le médicament, c'est l'effet que la prescription de médicaments a à l'intérieur du système familial. La question n'est pas de savoir si le neuroleptique est efficace ou pas. Moi, je laisserai les médecins et autres chercheurs dans le domaine d'améliorer encore effectivement ces médicaments. Mais ces médicaments ont des effets dans leur gestion de type familial. Je peux dire la même chose de l'hospitalisation, je peux dire la même chose du placement d'enfants, je peux dire la même chose de quantité de mesures qui sont prises. Et qui sont l'expression du dysfonctionnement du système. Ou l'expression, ou une façon d'exprimer, si on reprend le neuroleptique, ou même, je vais prendre un autre exemple, c'est la jeune fille qui se scarifie. Ce n'est que l'expression de quelque chose qui se passe à un niveau plus global, au niveau du système. Tout à fait. Est-ce que, si je peux t'amener sur le terrain méthodologique, est-ce que tu peux nous dire comment toi, on sait qu'il n'y a pas un ordre ou une division ou une méthodologie clic-clac, mais comment tu t'affilies à un système familial ou à un groupe, une formation? Quelles sont les questions qui te traversent pour questionner le système ou entrer dans le système, puisqu'on ne peut pas ne pas être dans le système, pour s'ouvrir à un point de vue systémique, à un regard systémique. Est-ce qu'il y a dans ta tête des étapes méthodologiques qui te traversent? Je pense à un de tes articles notamment qui parlait de la topologie du système, d'abord de la topographie du système, de ce système qu'on définit arbitrairement, et puis... Non, ce qui est important évidemment pour moi au départ, et que tu viens de rappeler, mais sans peut-être le mettre vraiment en exergue, c'est d'abord cette idée que Merleau-Ponty avait développée déjà dans les années 55, à savoir que dans les relations humaines, ou les relations parents-enfants, ou les relations effectivement professeurs-élèves, enfin les relations humaines en généraliser, pour généraliser,
Merleau-Ponty, il est impossible de distinguer ce qui vient de l'un et ce qui vient de l'autre. Donc, d'entrée de jeu dans une relation, dit Merleau-Ponty, il y a effectivement quelque chose d'indissociable. Je ne peux pas effectivement distinguer ce qui viendrait de l'un et ce qui vient de l'autre. Je suis obligé effectivement de considérer que c'est un tout. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas identifier en partie ce qui vient de l'un, ce qui vient de l'autre, mais au total, cela fait un tout. Alors, pour moi, effectivement, en termes de méthodologie, c'est comment est-ce que, comme professionnel, peu importe, je dirais, notre porte d'entrée, il est extrêmement important de prendre conscience et de vivre le fait que ce qui va se jouer au niveau relationnel est à la fois quelque chose qui vient de moi professionnel et quelque chose qui vient de la famille, et que d'une certaine façon, je ne peux pas effectivement mettre la famille à l'extérieur de moi en la considérant comme un objet comment dirais-je, à décoder ou à... Non, je suis obligé de travailler en tiers inclus. Oui, en tenant compte que je suis membre de ce système qui se crée avec la famille et que c'est à l'intérieur même comment dirais-je, des interactions qui se jouent que je peux comprendre un peu comment ce système familial fonctionne avec moi. Dit autrement, comment fonctionne le système thérapeutique ou le système d'intervention. Ça, c'est extrêmement important. Autrement dit, il y a des gens plus théoriciens peut-être que moi qui vont parler de première cybernétique et de deuxième cybernétique. C'est vrai qu'avec Merleau-Ponty, philosophiquement, moi j'ai le sentiment de ne jamais avoir été, quand je dis jamais, philosophiquement, je n'ai pas l'impression d'être passé d'une première à une seconde cybernétique. Tu n'as jamais été derrière le miroir santin. Oui, dans la mesure où quelque part avec Merleau-Ponty et toute l'idée phénoménologique, d'entrée de jeu, il était clair qu'on ne pouvait pas distinguer ce qui vient de l'un, ce qui vient de l'autre, ce qui vient de moi, ce qui vient de la famille. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les Américains plus terre à terre que nous, moins philosophes peut-être, et développer une série d'expériences de type scientifique montrant très clairement mais que l'observateur est partie prenante de ce qu'il observe. C'est vrai, ouvrant cette seconde cybernétique. Mais philosophiquement, moi je pense que Merleau-Ponty et la phénoménologie l'avaient déjà exprimé bien des années avant. C'est vrai qu'aux États-Unis, il a fallu un certain temps avec l'école de Palo Alto et tout ça pour rentrer dans le socio-constructivisme. Même chose pour l'école de Milan. Avec, je pense que oui. Je pense que oui. Et que de ce côté-là, ça a pris quand même 20 ans. À peu près, oui. Avant que... Mais que ça ne devienne extrêmement clair pour, je ne crois pas 20 ans, oui 20 ans à partir, enfin il faut voir à partir de, enfin disons en Belgique à partir de la fin des années 70, on est assez au clair avec ça. Mais subsiste encore de façon notoire, même chez des thérapeutes familiaux, l'idée d'observer la famille comme on observe de façon objective une expérience. Et là, c'est vrai que personnellement, c'est peut-être ce qui fait que, on a souvent dit de moi, ou apprécié chez moi, l'aspect très humain. Je pense que cet aspect humain, il est lié à cette idée de ne pas distinguer ce qui vient de moi et ce qui vient de l'autre. Je suis partie prenante d'entrée de jeu lorsque je reçois quelqu'un, et lorsque je travaille avec lui au niveau de ses difficultés. Je suis d'entrée de jeu avec lui et lui avec moi. Bon. Ce qui met ton intervention dans
la proposition alors de l'intervenant, qu'il soit thérapeute ou superviseur d'équipe, c'est une proposition où on est finalement dans une position basse, dans le sens positif du terme, hein, dans le sens où, dans une position d'affiliation, où on est dans la rencontre d'un système familial ou d'une équipe, et qu'on va à la découverte quelque part d'un système qui est inconnu, un peu comme une île déserte. Ou en tout cas qu'on consacre toute son énergie à, étant membre de ce système d'intervention qui se crée, au système thérapeutique, en consacrant toute son énergie à sentir, je dirais, ce qui se passe, hein, entre nous et avec les autres. Hein. Alors, c'est vrai que dans la méthodologie que moi j'ai mis pas mal en avant, si vous voulez, c'est l'idée que la première chose à faire de la part d'un thérapeute ou d'un intervenant, c'est effectivement tenter de moins accorder d'importance à ce qui se dit, parce que ce qui se dit enclenche toutes les idées d'objectivité, et de plus être sensible à ce qui se passe, sans exclure ce qui se dit. Mais la plupart du temps, c'est vrai que méthodologiquement, le fait de consacrer l'essentiel, de mettre l'importance sur ce qui se dit, a comme effet en général de créer une relation effectivement, pas une relation de base, mais où il y a quelqu'un qui a le savoir, qui écoute bien sûr, et l'autre effectivement qui essaye de dire ce qui ne va pas, etc. Donc moi je suis très sensible à laisser ces aspects-là, ou ce qui se dit un peu de côté, en tout cas mettre l'accent là-dessus, au profit de ce qui se passe. Et ce qui se passe lorsque je reçois une famille ou quelqu'un se joue à un autre niveau, le mot topologie, ça se joue la plupart du temps dans l'espace et avec nos corps. C'est-à-dire je suis extrêmement sensible, comme certains systémiciens l'ont mis en avant dans les années 50, je pense à Berlusfeld, à Schäfflin, etc., ont mis l'accent sur les synergies comportementales qui peuvent se jouer dans une rencontre, dans un début d'entretien. La manière dont on s'assied, la manière dont on croise les jambes, la manière dont on se situe corporellement dans l'espace. Ça parle plus, à mon avis, que ce qui se dit. Très très souvent, ce qui se dit sera un discours officiel, mais qui très très facilement dérive vers quelque chose qui se fait objectif. Au cœur de ta méthodologie, il y a effectivement, au-delà du programme officiel, de ce qui est dit, de ce qui est explicite, il y a ce qui apparaît nécessairement lorsqu'il y a des programmes officiels, c'est des règles implicites. Méthodologiquement, comment peuvent être, et aussi pour ceux qui nous écoutent, comment on peut toucher les règles implicites? Comment on peut non pas les deviner, parce que elles sont le fruit de quelque chose qui se rejoue à l'intérieur du système, des redondances, des isomorphismes, voilà. Et donc, à partir de quel moment ces règles implicites qui apparaissent deviennent signifiantes, significatives pour que tu puisses travailler avec une famille, enfin que tu puisses commencer à formuler une hypothèse pour travailler avec une famille ou avec une équipe? Et moi, c'est vrai que à partir du moment où j'ai consacré quand même un certain nombre de minutes à sentir ce qui se passait et que je me suis mis à réagir à ce qui se passait, des choses très banales, la manière de s'asseoir, la manière d'être confortable, etc. Mais c'est sûr que je suis comme la plupart des intervenants, je pense que c'est important de donner à la famille l'occasion, effectivement,
d'exprimer un peu ce qu'on va appeler le programme officiel, etc. Un espèce de discours officiel, de dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qui les amène, etc., quel est le problème, etc. Mais très très vite, pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de sentir, au moment même où les différents membres de la famille vont effectivement exprimer ce discours officiel, de sentir toujours ce qui se passe, avec cette idée que la manière dont et le thérapeute et les membres de la famille se mettent à jouer, à danser ensemble, dirait Kalim, eh bien, obéit à un certain nombre de règles implicites, qui se créent pratiquement dans le moment même. Alors, il y a effectivement les règles implicites qui se créent dans le système d'intervention, mais bien sûr que ces règles implicites sont alors, comment dirais-je, en lien avec effectivement les règles implicites qui se vivent dans la famille ou les règles implicites qui se vivent dans l'institution dont fait partie l'intervenant. Et effectivement, pour moi, c'est autour de ces règles implicites qu'il faut travailler. Bon, la plupart du temps, les programmes officiels, ils sont ce qu'ils sont, ils sont peut-être pas extraordinaires, ou ils sont peut-être pas les meilleurs, mais enfin, bon, grosso modo, ils sont là. Donc moi, personnellement, comme thérapeute ou intervenant, je vais beaucoup plus préoccupé d'essayer de repérer la manière dont des règles implicites se rejouent et sont redondantes, comme tu le dis très bien, et surtout, effectivement, d'en déterminer, en tout cas de me dire à un moment donné, mais quelle fonction est-ce que ces règles implicites peuvent avoir? À quoi ça sert dans le système que nous venons de créer, que le père ne parle jamais ou que l'enfant se met à crier dès que le père parle, etc. Enfin, ce qui est pas prendre trop d'exemples ici, mais grosso modo, c'est quand même... Si tu permets, oui. La fonction de la règle implicite, oui. Elle a une fonction positive, positive dans le sens qu'elle maintient le système en place. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la scarification d'une adolescente dans son système familial. C'est parfois ce qui peut être mal compris de l'extérieur du travail des systémiciens, c'est qu'on va attribuer au symptôme une fonction positive, parce qu'il sous-tend quelque chose au niveau de la survie du système, qui n'est pas nécessairement conscient. Donc, est-ce que je peux dire ça, que le symptôme a une fonction positive ou homéostatique au niveau du système? Oui, enfin, je crois que si on veut rester, disons, un peu réglo avec l'aspect, comment dirais-je, plus formel de la systémique, il faudrait mieux dire une fonction, très souvent la fonction est homéostatique. C'est-à-dire qu'elle maintient effectivement le système effectivement dans l'état où il est, avec cette idée que comme les choses se jouent dans un système d'intervention, il faut de suite accepter l'idée que sans le vouloir, l'intervenant, le thérapeute, risque très 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 vite de corroborer, de rentrer, d'accepter, de cautionner des règles implicites qui se rejouent à l'intérieur du système d'intervention, et donc de contribuer à maintenir l'homéostasie, et de maintenir le non-changement. Même si, effectivement, en termes de discours officiel, tant la famille que le thérapeute ne vont pas arrêter de parler, il faudrait changer ceci, ça ne va plus, on en a ras-le-bol, c'est plus possible, etc. Mais derrière ces mots, on peut constater effectivement que les interactions qui se jouent entre le thérapeute, l'intervenant et la famille ont bien pour effet de maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire le non-changement.